Richard Martineau. Merci pour l'équipe fantastique avec qui je travaille. Alors, à la réalisation, la mise en onde, le trifluvien Sébastien Laperrière. Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. À la recherche, le Valois Maximile Sayer, parce qu'il vient d'Acton Vale, et on appelle ça des Valois. Et le Bouchervillois Alexandre Moranville-Ouellette à la recherche. Pour la mise en ligne, c'est le Parisien Maxime Trouleau, bien sûr. Le Joannais Olivier Guillet, parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, on appelle ça des Joannais. Hugo Veilleux, c'est Montréalais. Il y a Montréalais, mais tu viens d'où? T'es né où, toi? Côte-Nord! Côte-Nord. Côte-Nord! On appelle... le Lavallois. Le Lavallois. Hugo Veilleux, le gardien du temps impitoyable. Voyable. Et bien sûr, Stéphanie Villeneuve, qui est la Charlevoisine. Du groupe, oui. Charlevoisienne, parce que tu viens de Charlevoix. Oui. Et Alexandre Moranville, le Ouellet, bien sûr, qui est le Boucher-Villois. Et là, c'est la Bordelaise, Sophie Durocher, parce que t'es née à Oui. Bordeaux. Et pas, oui, et À la pas prison, la à la prison. prison de Bordeaux. Pas à la prison. Je suis bel et bien née, oui, en 65. Et j'ai tout le temps de raconter une anecdote La sur Bordeaux ou Bordelaise, pas? il n'y a pas un restaurant? Oui, il y a un restaurant Laval ou dans le Non. nord de Montréal. Ah ouais? La Ah bon. Bordelaise. Donc, à un moment donné, je suis en effet née à Bordeaux. Et à un moment donné, je vais à Bordeaux à l'âge adulte. Tu sais, j'ai comme dans la vingtaine, je vais à Bordeaux. Et au centre de la ville de Bordeaux, il y a une maison des vins. Et là, tu peux te procurer une bouteille de ton année de naissance. Et là, donc, il y a comme un catalogue, puis tu sais, avec différents prix selon que tu veux une petite bouteille, une grande bouteille. Puis là, j'arrive, puis là, je regarde le catalogue, puis 1965, il y a une ligne. Fait que là, je vais voir la dame, je dis, ben, je voulais vraiment acheter une bouteille de mon année de naissance, mais il n'y en a pas, il y a une ligne. La dame a dit, le vin était tellement pourri cette année-là que ça vaut même pas la peine de lui donner une note de même pas. Il y a personne qui veut acheter d'un Bordeaux 65. Fait que là, ça donne lieu à ma phrase célèbre qui est de dire, il pouvait pas tout réussir cette année-là. Les animatrices radio et le vin. Je suis tombé sur une 65. Eh Qu'est-ce que oui, ça dit, un c'est- vieux modèle, un modèle 65. C'est assez vinaigré, mettons. Tantôt, Stéphanie. T'es donc même pas fin avec ta femme. Stéphanie. Verdun. Verdun, c'est quoi? C'est Le Verdunois. Verdunois. Ouais. Le Verdunois. J'ai fait Verdun, moi, monsieur. J'ai Ah, fait mon Verdun. Dieu, ça fait Alors, 23 ans que je l'entends. Stéphanie, Oui, Lucie, mon nom. ça va être son anniversaire en avril. Oui. Puis elle a dit à son chum, en tout cas, j'aimerais bien aller voir Lady Gaga. Elle fait des appels du pied comme ça. Ah, ouais. fait Alors des que appels moi, du pied. qu'est-ce que je te dis quand c'est mon anniversaire? Je veux rien. Pas de party, pas de cadeau, rien et tout ça. Bon. Alors, Non, ben là, Mais en j'ai- tout cas, parenthèse, on n'ira pas parce que ça coûte beaucoup trop Trop cher. cher. là. C'est Bon, à s'arracher ça les m'amène cheveux. à mon 1000 sujet. $. Mais donc, Parfait. t'annonçais Oui. que Harry Styles vient, puis c'est aussi 1000 $. Mais Ben, il il y a des vient pas à gens... Montréal, il vient pas mais à il a Montréal. lancé sa Oui. tournée. Et il y a des fait gens une qui sont tournée. prêts à vendre leur sang parce Voilà. qu'aux États-Unis, t'es payé quand tu vends ton sang. Quand tu donnes ton ben, sang. veux-tu faire la chronique à ma place? Parce que Alors, t'as vraiment vas-y. pas mal tout raconté. Bon, alors c'est ça. Moi, je suis partie de cette affaire-là. Donc, il y a des gens... Selon Rolling Stone Magazine, il a interviewé des gens qui sont prêts à vendre leur son pour acheter des billets pour Larry Styles. Et là, je suis sûre que la plupart d'entre vous a dit vendre son son aux États-Unis, puis tout ça. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. J'ai passé un an à New York, à Columbia, étudié en journalisme. Et les frais de scolarité pour les universités aux États-Unis, tout le monde le sait, ça coûte extrêmement cher. Richard, je te le jure, la quantité d'étudiants qui étaient avec moi en journalisme et qui me disaient qu'ils allaient régulièrement vendre du son pour soit payer leurs frais de scolarité, soit payer leur résidence étudiante et tout ça. Aux États-Unis, c'est hyper courant. Et j'ai fait une petite recherche parce que moi, je sais que c'est comme tout le monde fait comme vendre son sang puis tout ça. Aux États-Unis, à travers le pays, il y a 1000 cliniques où tu vends ton sang. Et c'est quand même assez payant, là. Des fois, ça va à partir de 200 $ en montant pour le placement de ton sang. Mais il doit y avoir beaucoup d'itinérants puis de pauvres qui vendent leur sang pour pouvoir... Ben oui, et il y a beaucoup, beaucoup de ces centres-là de collecte de sang aux États-Unis qui sont dans les quartiers ou dans les villes les plus pauvres aux États-Unis parce qu'il y a des gens vraiment régulièrement qui font ça. Et il y a seulement 5 pays à travers le monde où tu peux vendre ton sang. Ça t'intéresse ce que je te dis? Oui. OK, parfait. Je fais une recherche. Ah, OK, parfait. Et seulement 5 pays. Alors, c'est l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne et la Hongrie.
Et c'est assez particulier parce que il y a quelques années de ça, en fait, il y a 2 ans, il y a une journaliste qui a écrit un livre, ça s'appelle Blood Money. Quel excellent titre pour un livre sur le sujet, qui a fait une enquête aux États-Unis justement sur le fait de vendre le sang. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a un problème de santé puis elle a besoin régulièrement d'avoir une transfusion. Et elle dit, moi, j'ai besoin de ce sang-là. J'ai besoin de plasma pour survivre. Elle dit, moi, j'ai une question éthique. À chaque fois que je reçois un don de plasma, je me questionne à savoir pourquoi les gens qui ont vendu leur sang, c'est les gens les plus pauvres, les plus démunis, souvent des gens qui ont pas le choix de faire ça pour payer l'épicerie dans certains cas. Elle dit, moi, à chaque fois que je reçois une transfusion de plasma, je me sens hyper mal à l'aise. Et je trouve ça intéressant parce que nous, on prend pour acquis dans notre société que la motivation première pour le faire, c'est l'altruisme. Mais aux États-Unis, c'est le contraire. La gestation pour autrui, c'est beaucoup des femmes, entre autres, dans certains pays d'Europe de l'Est, qui louent littéralement leur ventre puis qui sont payés par des gens riches pour avoir des enfants. On les appelle les femmes faux rapins. C'est-à-dire que tu mets l'embryon là-dedans, puis dans 9 mois après, tu reviens. C'est complètement un autre débat. Non, mais elles louent leur ventre aussi parce qu'elles sont pauvres, puis ils n'ont rien d'autre que leur corps. Oui, mais il y a aussi des femmes qui... Tu loues ton corps, tu loues ton ventre, tu m'amènes complètement ailleurs. Tu vends ton sang. Et tout ça. Je voudrais dire, Robert Rodriguez, qui est un cinéaste connu, entre autres, pour les films Spy Kids, il a fait son premier film, il voulait être cinéaste en vendant son sang. Il a vendu son sang, il a fait son premier film qui était El Mariachi. Super bon, ça l'a mis sur la carte, puis après ça, il est devenu une vedette à Hollywood. Voilà. Mais il l'a financé en vendant son sang. C'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, en lisant, parce que c'est un article dans la presse, en lisant cet article-là, il y a plein de gens qui se sont dit « Ah, c'est donc ben dégueulasse, quel drôle de concept ». Mais vraiment, très sincèrement, si tu côtoies un peu la société américaine, tu sais que c'est quelque chose d'extra courant. Et c'est vrai, tu m'avais déjà parlé de ce cinéaste-là, parce qu'on avait vu un de ses films, puis c'était vraiment très bon. Mais est-ce qu'on peut vendre son sperme aux États-Unis? Ben, je sais pas, là, mais tu sais, il y a des banques de sperme, puis j'imagine qu'il y a quand même une rétribution. Tu sais aussi, si on est dans le sujet, tu sais que maintenant... Est-ce que tu peux faire des retraits? Excuse-moi, j'aimerais juste finir ma phrase. C'est qu'il y a toute une nouvelle technologie, toute une branche de la santé depuis quelques années. C'est à partir du caca, à partir des excréments, on va faire des prélèvements dans les excréments de gens sains et on en fait des petites gélules ingérées par des gens qui ont un problème des problèmes de digestion et des problèmes, justement. Tu as déjà sûrement entendu parler de ça. Et donc, il y a des gens qui aussi ont des revenus en vendant leur caca. Alors, c'est des gens qui doivent avoir une alimentation absolument exemplaire, une santé impeccable, et régulièrement, ils prennent leur caca et ils vont le porter dans une banque de caca. Et à partir de ça, on fait des gélules pour améliorer le microbiote de gens qui ont, eux, des problèmes de santé. Donc, pourquoi pas? Si ça peut aider les gens, moi, j'ai un problème éthique quand ça devient évidemment des gens qui mettent leur santé en péril à force de le faire très régulièrement parce qu'ils n'ont aucune autre façon. Tu peux être payé aussi pour faire des tests de médicaments puis tout ça aux États-Unis. Mais j'ai déjà un chum qui l'a fait parce qu'avant toi, il y a déjà eu un autre homme dans ma vie, seulement il faisait des tests comme ça? Et il l'a fait et ça a bousillé sa santé. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu allais dire, Stéphanie? Je suis en train de penser, les banques de sperme. Maintenant qu'ils m'ont enlevé ma prostate. Toujours à ça, Maintenant qu'ils m'ont enlevé ma prostate, est-ce que je peux aller faire un retrait? Ben, je peux te dire d'expérience, c'est pas vraiment nécessaire qu'il y ait une affaire qui sente le bris quand tu as une relation sexuelle. Non, mais je veux juste lire le texto de Stéphane pour revenir à la discussion, puis il pose la question, c'est quoi qui est mieux? Est-ce que c'est de manquer de sang comme nous? Tu sais, nous, on a souvent des rappels, et avoir quand même des personnes qui sont plus pauvres, ou avoir cette formule-là de on offre de l'argent puis aider finalement les pauvres. C'est Stéphane qui nous a posé la question. Je vais répondre à Stéphane. Les États-Unis, le filet social est inexistant. Ouais. Et les gens, tu tombes malade, t'as le droit à rien si t'as pas vraiment des assurances béton. Moi, j'ai fréquenté pendant l'université que des gens qui étaient désespérés parce que leur université coûtait la peau des fesses et ils savaient en commençant qu'ils en avaient pour 10, 20, 30 ans avant de pouvoir rembourser leurs frais de scolarité. Écoute, moi, quand j'étudiais là-bas, ça coûtait
40 000 $ pour une année à l'université. Puis on parle de 1990. D'ailleurs, c'est ma réunion des 35 ans au printemps cette année. Donc, tu peux vendre ton caca, ton sang, ton sperme, peut-être tes larmes aussi. On ne sait jamais, Alexandre. On n'est pas encore rendu là, Richard, puis c'est pas la nouvelle insolite du jour. C'est une nouvelle d'enchère, c'est une nouvelle d'art. Moi, j'adore les histoires de pièces, de tableaux qu'on est capable de retrouver dans le temps. Et encore une fois, là, comme ça arrive souvent, une grande maison là, qui fait la maison Christie's, qui fait des enchères depuis toujours, se font contacter par un homme qui veut rester anonyme. Monsieur dit « Hey, moi, j'ai comme une pièce, j'ai hérité ça de ma grand-mère. Ça a l'air que ça a été passé dans ma famille depuis les années 1700 à peu près. On vient d'Europe. Ça vaut quoi, ça, cette histoire-là? » Je vais vous la montrer. L'image en question, c'est le sketch d'un pied qui est comme à l'encre. Une esquisse, c'est Rembrandt? C'est une esquisse, ce n'est pas Rembrandt. C'est une esquisse de Michel-Ange. C'est une esquisse de Michel-Ange qui est datée vers 1511-1512. Les gens de chez Christie's capotaient. Ils donnent des entrevues en disant c'est la plus belle découverte qu'on a fait. C'est le dessin d'un pied, mais ça coûte un bras. Exactement, Sophie. Et ce qui fait en sorte que là, une belle jambe. On l'a mis donc aux enchères. On pense que ce serait le pied de Sibylle, qui était une femme libyenne. Et pas si belle dans le qu'on a peint plus tard dans la chapelle Sixtine. Et ça a l'air que c'était parmi les croquis que Michel-Ange faisait pour se préparer à peindre l'autre partie de la chapelle Sixtine qu'il n'avait pas fait encore. Et ça coûte, ça vaut. Et là, on l'a officiellement vendu aux enchères 23 millions de dollars pour ce petit sketch. Là. C'est tout petit, c'est pas gros. Une esquisse seulement. Puis ça a l'air que ça a pris un travail colossal, juste essayer de comparer pour s'assurer que c'est bel et bien un dessin de Michel-Ange. Ce croquis-là, on l'a comparé avec d'autres qui avaient déjà fait, et juste derrière le papier en tant que tel, il y avait des marques qui étaient caractéristiques de Michel-Ange. Ça nous a permis de l'identifier hors de tout doute. Donc, un petit bijou trouvé. dessin à maison, puis il vaut 23 millions de dollars. Taboire. Toujours les mêmes qui ont toutes. Merci Sophie, merci tout le monde. On se reparle demain à 3h.